Je vais effectivement cet après-midi vous parler du processus d'amnistie qui a été développé par la commission Vérité et Réconciliation sud-africaine qui a vu le jour en 1996 et qui a travaillé, en tout cas pour le comité d'amnistie, jusqu'en 2001. Alors, l'historique de cette commission remonte en réalité aux négociations politiques qui ont eu lieu en 1993 pour mettre en place ce qu'on a appelé la nouvelle démocratie sud-africaine. Vous le savez certainement, c'est une démocratie qui a été négociée, puisqu'elle a été, je dirais, abordée avec la libération de Nelson Mandela en 1990. Elle a donné lieu à des négociations assez ouvertes au départ à travers ce qu'on a appelé la Commission pour une Afrique du Sud démocratique, et s'est conclue en 1993 par l'adoption de 34 principes et d'une constitution intérimaire. Au sein de cette constitution intérimaire se trouve un texte qu'on appelle le postambule qui reconnaît la possibilité de mettre en place un système d'amnistie conditionnelle. C'était un système qui avait été imaginé par les protagonistes de l'époque, les négociateurs, d'un côté l'ANC de Nelson Mandela, de l'autre côté le National Party de Frédéric de Klerk, et pour ne pas tomber ni dans l'oubli ni dans l'amnistie couverture, avait été mis en place ce système qui était un système, je dirais, entre deux, où il n'y aurait ni amnistie totale, ni procès de Nuremberg. Alors, il y avait trois contraintes, je crois, de fond qu'il faut garder à l'esprit pour comprendre pourquoi ce système a été mis en place. Tout d'abord, une incapacité du système judiciaire sud-africain à absorber la masse des violations qui avaient été commises entre 1960, date qu'ils avaient prise comme point de référence, et 1994. La deuxième, c'était une difficulté de preuve et de condamnation des auteurs. Certains procès, d'ailleurs, avaient commencé à être menés et n'avaient pas pu être menés à leur terme, ou avaient débouché, ce fut le cas pour l'ancien ministre de la Défense Magnus Malan, à une décision de non-culpabilité, ce qui était pour les victimes encore plus difficile. Et enfin, un troisième élément qui était une contrainte de temps, il fallait aller vite, et le mécanisme qui avait été imaginé devait permettre en quelques années de brasser, de balayer en quelque sorte la période extrêmement longue qui devait être couverte. Alors je voudrais simplement avec vous, durant cette présentation, examiner deux choses. Tout d'abord, ce qu'a été ce mécanisme d'amnistie dans la Commission Vérité et Réconciliation sud-africaine, et je me concentrerai, contrairement pour compléter ce qui a été dit ce matin, plutôt sur le mécanisme d'amnistie que sur les autres aspects. Et d'autre part, je voudrais avec vous, et par rapport à ce qui a été dit hier et aujourd'hui, essayer de tirer les leçons d'une expérience sur les immunités de poursuite, savoir si elles peuvent servir ou non la mémoire collective. Alors, la Commission Vérité et Réconciliation est née en 1995. C'est le législateur sud-africain qui l'a mise en place. C'est un mécanisme d'ailleurs qui a été imaginé par le ministère de la Justice et notamment par le ministre de la Justice de l'époque, Dula Omar, qui a été, je dirais, imaginé, créé à la suite de visites qui ont été faites dans les commissions argentines et chiliennes, plus exactement auprès des anciens commissaires de ces commissions, pour s'inspirer du mécanisme en raison de l'impossibilité de mener des procès. Et cette commission, qui était composée de 17 membres, mais également de nombre de personnes qui avaient une fonction administrative bien définie, se proposait d'examiner trois aspects. Le premier, c'était de dresser un bilan le plus complet possible des violations qui avaient été commises durant la période apartheid, entre 1960 et 1994, ce qu'on a appelé le comité de violation des droits de l'homme. Et c'est ce comité, notamment, dont il a été question ce matin, devant lesquels les victimes ont témoigné. Il y a un deuxième comité qui avait été mis en place, qui était le comité dit des réparations, qui travaillait en lien étroit d'ailleurs avec le comité sur la violation des droits de l'homme, et dont le rôle était de proposer, au vu de ce qui était révélé dans le comité de violation des droits de l'homme, des programmes de réparation individuels et des programmes de réparation collective. J'insiste sur le fait que ce comité n'avait pas de pouvoir décisionnel, mais un pouvoir de proposition qui devait être suivi par le gouvernement ensuite.
Enfin, troisième comité, le comité dit d'amnistie, celui qui nous intéresse, qui est un comité d'ailleurs qui a travaillé de façon indépendante par rapport aux deux autres. Le rapport général de la Commission Vérité et Réconciliation sud-africaine a été rendu en 1998, alors que le comité d'amnistie a fini ses travaux en 2001. Alors, sur le nom lui-même de comité d'amnistie, quelques précisions méritent d'être fournies. Si le comité s'appelait comité d'amnistie, lorsque l'on décortique un peu, et là je reprends un petit peu ce qui a été dit hier par Marc Vergussen dans ses définitions sémantiques, on se rend compte que ce comité d'amnistie était plutôt, je dirais, focalisé sur l'immunisation de poursuites de personnes qui venaient témoigner et admettre leurs responsabilités devant la commission, que véritablement délivrer une amnistie, je vous le rappelle, normalement interdit que l'on évoque les faits et efface le crime qui a été commis. Or, évidemment, devant la commission, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé, puisque non seulement les personnes étaient identifiées et nommées, mais de surcroît devaient admettre leurs responsabilités, assumer leurs responsabilités pour les crimes qui avaient été commis. Donc, le côté, si vous voulez, admission de responsabilité contre immunité de poursuite pénale et civile existait, mais en revanche, l'aspect oubli disparaissait du simple fait que dans la commission, vous avez tout un volume d'ailleurs qui a été publié postérieurement à 2001 et qui comporte non seulement le nom, mais les faits qui étaient reprochés aux personnes qui avaient demandé l'amnistie et qui l'avaient obtenue. Alors, ces trois aspects ont fonctionné à travers trois comités, et c'est sur ce troisième comité que je vais concentrer ma présentation, ma réflexion. Le comité d'amnistie était un comité qui, à la différence des deux autres, et à ce qui a été décrit ce matin par Sandrine Lefranc, était un comité qui était extrêmement juridicisé. Quand vous regardez, puisqu'elles sont encore disponibles aujourd'hui sur la chaîne YouTube, les audiences de la Commission Vérité et Réconciliation, comité d'amnistie, vous voyez qu'on se trouve presque devant un tribunal. Il y a une accusation, il y a une défense. Alors évidemment, l'accusation et la défense ont des rôles un peu versés, puisque c'est la personne qui demande l'amnistie qui confesse en quelque sorte ses crimes pour obtenir l'amnistie. Mais il y a également une représentation légale, et une représentation légale, une représentation juridique par des avocats, qui a pu d'ailleurs avoir, dans certains cas, un certain poids sur la décision qui a été rendue. Alors, c'est un mécanisme aussi, et là, ça se sépare un peu, mais j'y reviendrai tout à l'heure, de ce que nous disait hier Marc Vergussen. C'est un mécanisme d'amnistie qui a été imaginé par le législateur, qui a été mis en place par le législateur, mais qui était un mécanisme individuel. C'est-à-dire que chaque personne devait témoigner, faire une demande, pour pouvoir éventuellement, si les conditions étaient remplies, obtenir cette immunité de poursuite, cette amnistie. Il n'y avait donc pas d'amnistie générale, pas d'amnistie automatique, et je crois que ça, il faut bien comprendre que le choix qui s'est présenté en Afrique du Sud en 1995, il était à peu près, non pas entre des poursuites pénales et un système de justice transitionnelle comme celui des commissions Vérité et Réconciliation, mais entre une commission et absolument rien du tout. Donc le choix, si vous voulez, qui a été fait, était plutôt un choix du possible et non pas de l'idéal. Troisième remarque concernant ce comité d'amnistie et le mécanisme d'amnistie qui avait été mis en place, la loi fixait des conditions extrêmement précises pour que l'amnistie puisse être prononcée. Essentiellement trois, le crime devait être politiquement motivé. Il fallait qu'il y ait une démonstration que la raison pour laquelle l'acte avait été commis, l'acte criminel avait été commis, était en relation avec un but politique, essentiellement la lutte pour ou contre l'apartheid, dépendant du camp où vous vous trouviez. Deuxièmement, la loi fixait une exigence de révélation complète de la vérité, full disclosure of responsibility. Et troisièmement, il fallait que le crime qui était commis soit proportionné au but politique poursuivi. En d'autres termes, dès lors qu'il s'agissait de viser des personnes civiles et de faire de nombreux dégâts, eh bien, l'amnistie ne pouvait pas être octroyée. Alors, je reviendrai dans quelques instants, mais ces conditions, en réalité, sur le papier apparaissent relativement simples, mais dans leur mise en œuvre et leur appréciation, ont été assez complexes à évaluer. Pratiquement,
Il y a un autre aspect qui mérite d'être souligné dans cette demande d'amnistie, c'est que l'amnistie devait être demandée. Il fallait une demande écrite de la part de la personne qui voulait bénéficier de cette immunité de poursuite, de cette amnistie, et sans cette demande écrite, il ne pouvait pas y avoir, il fallait une démarche volontaire de la part de la personne qui s'estimait responsable d'un crime et qui, de ce fait, pouvait éventuellement, après examen de son cas, en bénéficier. Deuxièmement, s'il devait y avoir une demande écrite dans laquelle étaient exposés les motifs pour lesquels la personne demandait cette amnistie, il fallait également comparaître à une audience contradictoire où le demandeur de l'amnistie était confronté non seulement aux membres du comité, le comité d'ailleurs était présidé par un juge de la Cour suprême qui était le juge Hassan Moll, mais se trouvait également confronté aux représentants des victimes, voire même aux victimes qui avaient elles aussi le droit de prendre la parole si elles le désiraient, ce qui n'a pas toujours été le cas. Mais cette audience contradictoire obligeait en quelque sorte la personne à fournir des explications, et contrairement d'ailleurs au système pénal sud-africain qui suit le modèle anglo-saxon, il y avait une obligation de répondre aux questions qui étaient posées. On ne pouvait pas invoquer la doctrine selon laquelle la personne accusée ne peut témoigner contre elle-même. C'était évidemment une condition, sans quoi le système perdait toute valeur. Et enfin, évidemment, la décision était prise par le comité d'amnistie. Cette décision qui était prise par le comité d'amnistie devait être motivée. Elle pouvait d'ailleurs faire l'objet d'une contestation en justice. Il s'agissait d'une décision administrative, mais d'une décision qui avait évidemment des effets pour les personnes concernées, comme pour les victimes. Alors, sur le plan statistique, il faut savoir qu'il y a eu à peu près 7000, un peu plus de 7000 demandes d'amnistie, et il y en a eu 1160 d'octroyées. Donc, on est sur un rapport d'une amnistie octroyée pour 7 demandes. Et essentiellement parce qu'un certain nombre de demandes étaient en réalité des crimes de droit commun que les personnes cherchaient en quelque sorte à faire passer pour des crimes politiques. Et c'est surtout sur la première condition, le caractère politique du crime, que nombre de ces demandes ont été rejetées. Alors, je voudrais maintenant, dans une deuxième partie, me concentrer sur les leçons de cette expérience sud-africaine pour essayer de comprendre pourquoi le système qui a été mis en place a permis finalement, tant bien que mal, parce qu'il comporte énormément de défauts, vous pouvez l'imaginer, a permis à la fois quand même de garder cette notion de mémoire. On n'a pas oublié, et en réalité, même s'il s'agissait de fournir des preuves, je dirais, d'assumer sa responsabilité pour les auteurs ou pour les bourreaux, on a quand même appris un certain nombre de choses dans les audiences qui ont été révélées concernant les demandes d'amnistie. Et je crois aussi que le but n'était pas, et là je me sépare légèrement de ce qu'a dit Sandrine ce matin sur la réconciliation, le but n'était pas uniquement la réconciliation de la société, il s'agissait aussi d'apporter un certain nombre de réponses. Il y avait à la fois, je crois, une espèce d'équilibre à trouver entre la nécessité de rendre des comptes, et ça, les auteurs de la Constitution y tenaient beaucoup lorsqu'ils ont adopté ce postambule dont je parlais tout à l'heure, et de notre côté, l'impossibilité d'une solution judiciaire. Évidemment, si la solution judiciaire avait été possible, on l'aurait choisie, mais elle était matériellement impossible, et elle était aussi limitée par une contrainte de temps. Donc c'est un petit peu, si vous voulez, comme quelqu'un qui bricole avec une mauvaise boîte à outils. On essaye de réparer, mais au lieu d'avoir, je dirais, les bonnes pièces, on utilise un peu des fils de fer et des bouts de bois pour essayer de réparer le système. Alors je voudrais ici me livrer à un exercice avec vous que j'ouvre au débat à partir de deux types de réflexions, ou sur deux types de réflexions, en insistant sur un premier point sur ce que le processus n'est pas. C'est-à-dire qu'il y a certaines idées fausses sur ce processus qui me semblent devoir être clairement mises sur la table. Et puis, dans un deuxième temps, de réfléchir sur ce qu'il a été et ce qui reste soumis au débat et à la contradiction. Alors, sur ce que le processus n'est pas, je crois qu'on peut considérer qu'il ne s'agit pas d'une amnistie oubli. Il ne s'agit pas d'une amnistie de type classique, comme celle que décrivait Marc Verdussen hier, qui vise à donner à une catégorie de personnes une immunité pour les crimes qui ont été commis
et un oubli dans le temps, on n'en parle plus, relever, je dirais en quelque sorte, ou soulever la couverture serait dangereux. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire, et je crois qu'on est aujourd'hui, cette expérience a eu lieu il y a 20 ans, aujourd'hui, 20 ans après, on s'aperçoit quand même ce qu'il reste du processus. Alors, ce processus a donné, je dirais, ou a déçu par certains côtés, ça c'est indéniable, mais il a quand même produit un certain nombre de connaissances qu'entre nous, tous les procès du monde n'auraient pas réussi à combler. Et ça, je crois qu'il faut le mettre au crédit de ce processus. C'est un choix. Vous privilégiez la connaissance des faits en échange d'une absence de poursuite. Ça peut paraître moralement inacceptable, mais c'est finalement une espèce de négociation qui avait été trouvée entre les différents protagonistes. Les victimes, d'ailleurs, ont réagi de façon assez différente. On ne peut pas dire que, et c'est une des grandes leçons, finalement, que je tire de cette expérience que j'ai vécue de l'intérieur, puisque j'y ai vécu entre 1995 et 2001, et que j'ai participé aux différentes phases de cette commission Vérité et Réconciliation. C'est un processus qui était imprévisible. Il faut bien voir que c'était un pari et qu'au départ, personne ne savait où on allait aller, y compris d'ailleurs avec cette histoire du comité d'amnistie. Donc, imaginez que c'était quelque chose d'extrêmement bien pensé avec des résultats qu'on escomptait à atteindre les 100% est quelque chose de tout à fait faux. La deuxième chose qui me semble devoir être soulignée, c'est que c'est un système qui est également le contraire d'un octroi d'amnistie abstrait et automatique. On a examiné chaque cas, chaque personne qui a demandé l'amnistie est venue témoigner, pas nécessairement d'ailleurs avec un très grand courage. Certaines ont accepté de jouer le jeu et de raconter, je dirais, avec une grande ouverture d'esprit les raisons pour lesquelles elles avaient été amenées à commettre ces actes. D'autres, en revanche, se sont contentées du strict minimum. Mais là encore, ce qui nous a été dit ce matin, et je le confirme, permet de considérer que tous les caractères et toutes les réactions sont dans la nature, et considérer un groupe de bourreaux ou un groupe de victimes comme quelque chose d'homogène est évidemment stupide. On le voit dans notre entourage tous les jours, et il n'y a pas de raison que ça diffère dans le cas de l'amnistie qui a été menée, ou le processus d'amnistie qui a été mené en Afrique du Sud. En revanche, il y a quelque chose qui me semble devoir être souligné ici, c'est qu'on a souvent utilisé ce processus d'amnistie en disant, au fond, c'est la fin d'une guerre, et le droit international permet, à la fin d'une guerre, vous savez, c'est ce fameux article 6.5 du protocole additionnel numéro 2 aux conventions de Genève de 1977, c'est long, mais vous avez une disposition qui dit qu'à la fin des hostilités, eh bien, la plus large amnistie devra être accordée aux personnes qui ont participé directement aux hostilités, enfin aux combattants, en disant finalement vous vous êtes battus, mais la guerre est finie, et comme je dirais dans les conflits armés internationaux, on ne peut pas poursuivre un combattant simplement pour le fait qu'il était un combattant, on a imaginé un peu le pendant dans ce texte. Et lorsque la Cour constitutionnelle sud-africaine s'est prononcée en 1996 sur la constitutionnalité de ce processus, elle a été soumise à cette question, est-ce que ce processus est compatible avec le droit international? Alors j'ai quelques réserves sur sa justification, mais elle l'a admise en disant, au fond, on l'admet dans les conflits armés internes, l'Afrique du Sud était soumise à un conflit armé interne, et donc l'amnistie pouvait être octroyée. Je pense qu'il ne s'agit pas du tout d'une amnistie de ce type, parce que l'amnistie dont il est question ici est une amnistie quasiment automatique. Vous avez été incompétent, c'était la guerre, et bien puisque c'était la guerre, vous pouviez tout faire. Or, alors j'aurais aimé avoir le temps de vous passer quelques extraits de films dont je suis assez friand lorsque j'explique quelque chose, mais par exemple dans le meurtre de Chris Hani, on voit très bien lorsque les deux personnes qui l'ont assassiné et qui sont d'ailleurs en prison au moment où elles demandent l'amnistie, on voit très bien que ces personnes disent « Ah ben c'était la guerre, mais j'ai absolument aucun remords, c'était comme ça, et c'était un meurtre politique, c'est tout ce que j'ai à vous dire ».
Et d'ailleurs, la commission, le comité d'amnistie a refusé l'octroi de cette amnistie. Mais là, on voit très bien que ce n'est pas du tout la logique de celle qui est développée dans le droit international humanitaire ou le droit des conflits armés, et que là, les Sud-Africains, en quelque sorte, ont imaginé quelque chose de différent, où il fallait une demande volontaire et une explication, une admission de responsabilité. Enfin, troisième point sur ce que n'est pas le système d'amnistie sud-africain, c'est le fait qu'on le considère comme un système dans lequel il y a une absence de sanctions. Alors, là, je me tourne plutôt vers mes collègues psychologues ou sociologues. Le fait est qu'effectivement, il n'y a pas eu de poursuite pénale et de poursuite civile, puisque c'est la conséquence de la demande d'immunité de poursuite qui était prévue comme telle dans la loi. En réalité, quand on commence à regarder ce que sont devenus les bourreaux après le conflit, alors il y en a quelques-uns qui ont bien survécu, hein, rassurez-vous, mais quand même, ceux qui ont bénéficié de l'amnistie, et une grande partie d'entre eux, se sont reclus eux-mêmes de la société. Il y a eu un nombre de divorces assez considérable, d'ailleurs, dans les familles de ces bourreaux, et on ne peut pas dire que leur vie personnelle n'en ait pas été affectée. Au fond, la sanction, elle n'était pas strictement juridique, mais certains ont très mal supporté, finalement, de devoir admettre leurs responsabilités. Sandrine Lefranc parlait ce matin de l'effet cathartique pour les victimes, mais je pense aussi qu'il y a eu, en tout cas pour les bourreaux, et essentiellement d'ailleurs pour ceux qui étaient plutôt en bas de l'échelle, beaucoup plus pour ceux qui étaient en haut, une forme de prise de conscience de ce qu'ils avaient fait au moment où ils étaient obligés de raconter les faits. Finalement, réouvrir la mémoire, c'est réouvrir les plaies, mais ça peut l'être également des deux côtés. Alors, je voudrais terminer ma présentation en essayant de regarder avec vous ce que le processus a été et quels sont les aspects qui peuvent être soumis au débat ou à la critique. Le premier point, quand même, qui me semble devoir être souligné, c'est que les victimes ont pu rejeter le processus. Les victimes ont pu se faire entendre, et certaines n'ont pas hésité à traduire en justice devant les juridictions ordinaires les décisions d'amnistie qui ont été prononcées par le comité. Il est vrai, je vous le concède, que très peu ont été invalidées, mais certaines l'ont été. Il y a un exemple célèbre. Quand il y a eu une amnistie collective qui a été donnée pour les 37 dirigeants de l'ANC qui avaient demandé une amnistie, cette amnistie avait été faite de façon collective. C'est-à-dire qu'on a considéré que les 37 personnes qui dirigeaient ce mouvement politique devaient recevoir une amnistie en bloc. Et les victimes ont dit non. Le processus prévoit une amnistie individuelle. Chacun doit venir s'expliquer et expliquer exactement de quel crime il demande à être indemnisé ou immunisé de poursuite. Donc il y a quand même eu, si vous voulez, marginalement quand même des points sur lesquels il y a pu y avoir une réaction. Et ça, je crois que ça doit être souligné. En revanche, ce qui me semble peut-être beaucoup plus critiquable, c'est que certaines personnes qui n'ont pas demandé l'amnistie, et c'est le deuxième point, l'ont fait par calcul stratégique. Alors, on critique beaucoup, au fond, ces personnes qui sont venues devant le comité d'amnistie, qui n'ont pas montré, je dirais, énormément de remords, mais qui l'ont fait quand même. Je crois quand même qu'il faut aussi garder à l'esprit que vous faites venir devant la barre des personnes qui n'ont pas l'habitude de parler, pas l'habitude d'admettre leurs responsabilités, qui ont été élevées dans une culture afrikaneur où parler ne se fait pas, où admettre sa responsabilité ne se fait pas. Et c'est vrai, je dirais, pour beaucoup des communautés qui étaient amenées à témoigner. Et quand on met bout à bout, ou qu'on essaye de décoder un petit peu l'attitude de ces personnes qui n'apparaissent pas repentantes, je crois qu'il faut se méfier de toute généralisation. Il y a peut-être aussi des éléments culturels qui expliquent cette attitude qui apparaît assez détachée. Alors ça n'a pas été le cas de tout le monde, hein, et j'y reviendrai dans un instant. Mais en revanche, les personnes qui ont fait le calcul politique en se disant, et c'est surtout vrai pour les personnes qui étaient en haut de l'échelle, ce que j'appellerais les primo-responsables, ils ont fait le calcul suivant en disant, si je demande l'amnistie, je vais être obligé de m'expliquer. Si je ne la demande pas, est-ce qu'ils ont assez de preuves pour se retourner contre moi ?
Et très souvent, ceux qui ont fait ce calcul savaient qu'il serait impossible, ou pratiquement impossible, devant une juridiction, de démontrer leur culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Si vous poursuivez quelqu'un devant une juridiction, le standard de preuve exigé n'est pas le même que devant la commission, où, au fond, en admettant votre responsabilité, on admet que tout ce que vous dites, à condition évidemment qu'il n'y ait pas de contradiction, est vrai. Et donc, ces personnes qui ont joué le jeu de ne pas demander l'amnistie et de ne pas témoigner sont, à mon avis, le point le plus noir de ce processus volontaire qui avait été mis en place. On n'a pas pu les forcer à venir s'expliquer. Hein. Et il y a eu quelques cas, notamment l'ancien Premier ministre, avant Frédéric de Clercq, qui a refusé jusqu'au bout. Et là, ce choix du silence et cette absence de demande d'immunité a pu être extrêmement mal vécu par les victimes et considéré au fond comme une volonté de ne pas s'expliquer. Mais c'est un processus qui ne pouvait pas obtenir 100% de réussite. Troisième point soumis à la discussion, au fond, le point qui, moi, me semble, là je parle de mes souvenirs et d'expérience, beaucoup plus que d'une analyse juridique stricte, le point qui me semble le plus délicat, c'est celui qui concerne l'absence, je ne dirais pas de repentance, mais de prise en compte de la sincérité de l'admission de la responsabilité. Or, plusieurs fois, ce cas a été évoqué devant le comité d'amnistie, et le président rappelait que ça n'était pas, la sincérité n'était pas une des conditions qui étaient fixées par la loi de 1995, et qu'en fait, quelqu'un qui disait « j'admets ma responsabilité » sans pleurer ou sans montrer le moindre signe de compassion pour les victimes qui étaient en face d'elle, pouvait obtenir l'amnistie. De mon point de vue, mais c'est tout à fait subjectif, je l'avoue, c'est quand même peut-être un peu plus compliqué que ça. D'abord, je pense que le comité d'amnistie n'a pas toujours suivi à la lettre les conditions qui étaient fixées par la loi de 1995, quand il voyait que les victimes engageaient un dialogue avec les bourreaux et que les bourreaux répondaient dans un dialogue qui était sincère et direct, et certaines des victimes ont admis que la personne puisse bénéficier d'une mesure d'amnistie, alors même que si vous regardiez les conditions qui étaient fixées par les textes, ces conditions, à mon avis, n'étaient pas satisfaites. Mais au fond, les juges ont en quelque sorte tenu compte de la sincérité du bourreau et de la demande de la victime pour dire, puisque vous ne vous opposez pas à cette demande d'amnistie, nous allons l'octroyer. Vous avez eu aussi la situation inverse, où les bourreaux ont probablement, lorsque vous examinez les conditions de la loi, rempli les conditions de la loi, mais leur attitude a été tellement détestable devant les victimes que je pense qu'à un moment ou à un autre, les membres de la commission, même en toute honnêteté, ont subjectivement considéré qu'ils ne pouvaient pas laisser passer un cas comme celui-là. Alors, ça ne voulait pas dire, d'ailleurs, que les personnes qui ne bénéficiaient pas de l'amnistie ou de l'immunité de poursuite étaient automatiquement condamnés. Il y a eu ce cas de 2 policiers qui n'ont pas obtenu l'amnistie, qui ont été ensuite poursuivis en justice, mais qui, au final, n'ont pas été condamnés, faute de preuves au-delà de tout doute raisonnable. Et donc on est dans un système, vous le voyez, où il y a, et je l'admets bien volontiers, beaucoup de questions laissées sans réponse. Je crois que le système qui avait été mis en place était un système original, rapide, qui demandait en quelque sorte une réponse pour pouvoir faire démarrer cette démocratie sud-africaine qui était en train de naître, et que ce processus, au fond, et c'est la conclusion à laquelle j'arrive, est un système finalement assez contrasté, qui a donné des résultats, je dirais, en termes de mémoire. Hein, pas d'oubli, parce que, au fond, ces textes existent et aujourd'hui, ils sont encore largement utilisés. Peut-être deux points ou 2 remarques en conclusion. J'aime beaucoup cette phrase de Desmond Tutu qui dit quand on a écrit ce livre, il faut le refermer à un moment ou à un autre. Mais il ne faut le refermer que quand on l'a lu jusqu'à la dernière page.
Et je crois que c'est ce qui a été tenté d'être fait. La deuxième chose, quand même, que je voudrais souligner et que l'on ne doit pas oublier, c'est que la majorité des crimes qui ont bénéficié de l'amnistie sont des crimes qui sont des crimes imprescriptibles. Et que maintenant, on commence à avoir des procès, 30 ans après, sur des personnes qui ont échappé à la justice pendant toutes ces années. Le cas le plus emblématique est celui du docteur Lamort, docteur Bessen, qui était un cardiologue qui était chargé du Costal Project, c'est-à-dire du développement d'armes chimiques. Finalement, au bout d'un moment, la justice finit par rattraper ces personnes. Et je me demande, au fond, si l'emploi de l'amnistie ou des immunités de poursuite n'est pas quelquefois aussi un moyen qui permet de conserver des preuves et d'entendre, tant que toutes ces personnes, les témoins sont vivants, des histoires qui permettront, on ne sait jamais, de mener des procès, même si ces procès sont tardifs, comme ces crimes sont imprescriptibles, ils peuvent toujours avoir lieu. L'Argentine, par exemple, a été un exemple de ces procès tardifs, mais des procès quand même. Je vous remercie.